Et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'indépendance africaine était une illusion soigneusement entretenue, une pièce de théâtre jouée devant nos yeux depuis plus de 6 décennies, avec des acteurs bien choisis, des décors chatoyants, mais dont le scénario reste le même, implacable et cynique, on nous l'a rabâché à longueur d'onde, dans les écoles, dans les discours officiels. La France, ce grand allié du continent africain, serait la source de tant de progrès, de sécurité, d'expertise. Mais derrière ce récit se cache une mécanique d'exploitation d'une précision horlogère, un système si bien huilé qu'il en est devenu invisible, naturel, presque fatal. Et si, depuis le début, ce partenariat n'était qu'un masque, un habillage élégant pour un pillage méthodique, orchestré à la perfection, imaginez un instant, et si l'indépendance n'était qu'un décor de théâtre? Un rideau coloré derrière lequel la réalité du pouvoir n'a jamais vraiment changé. Un peu comme ces empires antiques qui donnaient à leurs provinces le droit de hisser leurs propres drapeaux, de chanter leurs hymnes, tout en siphonnant leurs richesses, génération après génération. L'histoire regorge d'exemples semblables, de l'Inde des Britanniques qui, au lendemain de l'indépendance, gardaient la livre sterling comme référence, aux protectorats espagnols d'Amérique latine dont les élites étaient formées à Madrid. Mais concentrons-nous sur l'Afrique francophone. Les preuves de ce système sont là, sous nos yeux. Prenons le coton du Burkina Faso. Pour chaque kilogramme récolté, la France engrange des bénéfices colossaux, tandis que les producteurs locaux restent prisonniers de la misère la plus noire. Ce n'est pas une théorie complotiste, c'est une équation simple, vérifiable. Chaque centime, chaque euro, chaque franc CFA peut être suivi à la trace, de la terre aride de Waïgouya jusqu'au port de Marseille. Depuis plus de 60 années, ce mécanisme a transformé des milliards de dollars de richesses africaines en profits français. Le franc CFA, cette monnaie que l'on croit connaître, joue un rôle central dans cette extraction. Mais ce n'est qu'un rouage parmi d'autres. L'influence militaire, l'imposition culturelle, la domination linguistique. Tout s'enchevêtre pour maintenir l'Afrique dans une dépendance qui se fait passer pour une alliance. Pourquoi ce système fonctionne-t-il si bien? Parce qu'il s'est adapté, métamorphosé au fil du temps. Lorsque les armes ont cessé de parler, l'économie a pris le relais. Lorsque la domination directe devenait trop voyante, c'est par la monnaie, la culture, les traités secrets que la mainmise s'est poursuivie. Regardez l'histoire du Congo belge. Après l'indépendance, la Belgique a gardé le contrôle de l'économie via l'Union minière et la Banque du Congo, exactement comme la France l'a fait au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal. Chaque année, des dizaines de milliards de dollars s'évaporent. Pour le Burkina Faso, rien que le coton, c'est près de 6 milliards de dollars qui quittent le pays. Sur 6 décennies, cela représente plus de 400 milliards de dollars arrachés à nos agriculteurs. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Prenons l'exemple de l'or, notre plus grande richesse minérale. Selon les contrats hérités du colonialisme, plus de 85% de l'or extrait part dans les coffres de sociétés françaises. Le pays ne conserve que 15% de redevances officielles et parfois moins après des déductions frauduleuses. Le franc CFA, lui, est la clé de voûte du système. 14 pays africains sont ainsi enfermés dans une monnaie conçue à Paris, gérée par la Banque de France, imposée depuis 1960. Une monnaie qui oblige ces nations à placer la moitié de leurs réserves de change à Paris, avec des intérêts ridiculement bas, pendant que la France investit cet argent à des taux bien supérieurs en Europe. En 6 décennies, 2700 milliards de dollars ont disparu de la zone CFA, aspirée par ce mécanisme ingénieux. Pour comprendre ce système, il faut revenir à la naissance de l'indépendance officielle. 1960, l'année des indépendances africaines, une date phare dans les manuels d'histoire. Mais derrière les festivités, la réalité est plus sombre. La France a verrouillé l'économie et la politique de ses anciennes colonies avec des accords militaires, économiques et monétaires qui semblaient anodins. Le pacte colonial n'a pas été aboli, il a simplement changé de forme. Prenons l'exemple du traité de coopération militaire, qui permettait à la France d'intervenir à tout moment dans ses anciennes colonies sous prétexte d'assurer la stabilité. Dans les faits, cela signifiait que tout gouvernement qui tentait de s'éloigner de Paris risquait un coup d'État. Le sort de Thomas Sankara, ce président burkinabé assassiné en 1987, en est une illustration tragique. Il voulait sortir du franc CFA, nationaliser les terres, briser la dépendance. Il a été éliminé et son successeur a rétabli les anciens accords. Mais comment ces mécanismes se sont-ils installés aussi profondément? Pour comprendre, il faut remonter aux origines du pacte colonial. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France affaiblie savait qu'elle ne pourrait plus maintenir son empire par la force. Elle a alors misé sur le contrôle monétaire et économique. Le franc CFA, créé en 1945, est le fruit de cette stratégie.
donner une façade d'autonomie tout en gardant la main sur les finances. Ce système ne fonctionnerait pas sans la collaboration d'une élite locale, soigneusement sélectionnée et formée. Présidents, ministres, hauts fonctionnaires, beaucoup passés par les bancs des universités françaises, pérennisent le système en échange de privilèges, de sécurité politique, de fortune personnelle. Ils signent des contrats iniques, tolèrent la fuite des capitaux, enseignent à la jeunesse que cette soumission est la norme. On retrouve ce schéma dans d'autres colonies. En Algérie, après l'indépendance, la France a soutenu des élites francophiles qui garantissaient pas la continuité des intérêts économiques. Mais que se passe-t-il lorsque ces élites tentent de s'émanciper? Regardez la Guinée de Sékou Touré, qui en 1958 a dit non à la communauté française. La France a répliqué par le sabotage, le retrait précipité de tous ses cadres, la destruction des infrastructures, la coupure de l'aide. Le pays a plongé dans la misère, servant d'exemple dissuasif à quiconque voudrait rompre les liens de dépendance. Fermer les yeux sur ces mécanismes, c'est accepter une histoire tronquée. Tant que ces structures resteront enfouies, toute réforme ne sera qu'un replâtrage sur la façade du pillage. Pour s'en convaincre, il suffit d'analyser les chiffres. Chaque année, plus de 45 milliards de dollars disparaissent de la zone CFA sans que cela ne soulève l'indignation internationale. Ce n'est pas une simple fuite de capitaux, c'est une véritable saignée organisée. Mais comment cette machine de spoliation fonctionne-t-elle concrètement? Plongeons dans les rouages du pillage organisé par la France au Burkina Faso. Commençons par le coton, colonne vertébrale de notre économie. Chaque année, près de 370 000 tonnes de coton sont récoltées. Les compagnies françaises l'achètent brut pour moins d'$1 le kilo, le filent à Lyon ou Marseille, puis revendent le tissu à plus de $18 le kilo. À chaque kilo, plus de 17,58 $ sont captés en profit. Rapporté à notre production annuelle, plus de 6 milliards de dollars quittent nos terres chaque année, rien que pour le coton. Sur 6 décennies, cela représente près de 400 milliards de dollars arrachés à nos agriculteurs. Pour donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent du produit intérieur brut de toute l'Afrique de l'Ouest sur une année. Imaginez ce que ces sommes auraient pu représenter en termes d'écoles, d'hôpitaux, de routes, d'industries locales. L'or, lui, est encore plus révélateur. Le Burkina Faso détient plus de 800 tonnes de réserves prouvées. Pourtant, selon les contrats miniers hérités de la colonisation, 85% de l'or extrait part dans les poches de sociétés françaises. Le pays, lui, ne conserve que 15% de redevances, souvent réduites à 4% après déduction frauduleuse. Sur les 48 milliards de dollars de valeur mondiale de ces réserves, la quasi-totalité s'évapore chaque année, ne laissant à la population que quelques miettes dorées. Mais le système le plus insidieux reste celui du franc CFA. Pendant des décennies, 14 pays africains, dont le Burkina Faso, devaient en déposer la moitié de leurs réserves de change à la Banque de France. En échange, la France versait moins d'1% d'intérêt, alors qu'elle prêtait ses fonds à taux zéro ou les investissait en Europe à des rendements de 4 à 7%. Rien que sur cet écart, le Burkina Faso perdait chaque année des dizaines de millions de dollars. Sur l'ensemble de la zone CFA, 45 milliards de dollars s'évaporent annuellement. En 6 décennies, cela représente 2700 milliards disparus dans les coffres étrangers. Pour donner une image, c'est comme si, chaque année, une école, un hôpital, une route étaient engloutis dans un trou noir financier, pendant que la France construisait ses propres infrastructures avec l'argent africain. Ce mécanisme rappelle étrangement ce qui s'est passé dans les colonies britanniques, où la livre sterling était imposée comme seule monnaie d'échange, permettant à Londres de contrôler les flux financiers et d'imposer ses propres règles du jeu. La violence du CFA ne s'arrête pas là. Le taux de change imposé par la France rend nos exportations trop chères et les importations françaises artificiellement bon marché. Nos produits agricoles, mangue, beurre de karité, sésame, peinent à s'exporter tandis que les marchandises de françaises inondent nos marchés. Chaque année, nous perdons environ 400 millions de dollars d'opportunités à l'export, tandis que plus de 60% de nos importations viennent de France. Pour maintenir ce système, la France s'appuie sur une élite locale de profiteurs. Ces compradors, enrichis par leur proximité avec le pouvoir français, verrouillent toute contestation. Ils bénéficiaient de la protection militaire, de facilités bancaires, de passeports diplomatiques. Toute tentative de réforme est écrasée, toute voix dissidente muselée. Les exemples abondent. En Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, qui voulait réformer le système monétaire, a été renversé avec l'appui de Paris. Si rien ne change, des dizaines de milliards de dollars continueront de s'évaporer chaque année. Ce sont nos écoles, nos hôpitaux, nos routes, nos rêves qui disparaissent. Pour nos enfants,
C'est la misère assurée, génération après génération. Mais ce système n'est pas une fatalité. D'autres pays ont tenté de briser ces chaînes. Regardons le cas du Ghana, qui a abandonné la livre sterling au profit du cedi dans les années 60. Certes, la transition a été difficile, mais à moyen terme, le pays a retrouvé une partie de sa souveraineté monétaire. Ce qui est insidieux, c'est que la prison la plus redoutable n'est ni financière ni politique, mais mentale et culturelle. Pour comprendre comment la France a cadenassé la souveraineté africaine, il faut regarder au-delà des bilans bancaires et des traités. Le vrai verrouillage ne se lit pas seulement dans les chiffres, mais dans l'esprit, la langue, les rêves imposés. Prenons d'abord le volet militaire. L'opération Barkhane, lancée dans le Sahel, se présentait comme un bouclier contre la terreur. Mais paradoxalement, avant l'arrivée des troupes françaises, le Sahel recensait moins de 500 djihadistes. 9 ans plus tard, ils étaient plus de 5000. Les attaques se sont multipliées par plus de 10. Pourquoi ? Parce que la présence militaire étrangère, loin d'apporter la paix, entretenait la peur et justifiait une intervention permanente. La même stratégie fut observée dans d'autres contextes. En Afghanistan, la présence militaire américaine, présentée comme une mission de stabilisation, a vu le nombre de groupes armés exploser. Plus il y avait de troupes, plus la violence augmentait. Ce paradoxe, loin d'être une exception, est une constante historique du néocolonialisme. Pendant ce temps, des élites locales signées possèdent des accords iniques, recevaient des valises de billets, tandis que le peuple saignait. Mais tout a basculé le jour où l'armée a changé de visage. Les officiers formés à Paris, loyaux à l'ancienne puissance, ont été remplacés par des enfants du pays, décidés à servir l'intérêt national. La rupture la plus fracassante fut monétaire. Après 60 années à placer nos réserves à Paris, la décision fut prise, quitter le franc CFA, forger une monnaie souveraine, adossée à nos ressources et à des partenariats variés. Ce fut un séisme. Mais cette transition n'était pas sans précédent. L'Algérie, après son indépendance, a créé le dinar algérien, malgré les menaces de Paris. Aujourd'hui, nul ne remet en cause cette souveraineté monétaire. La révolution la plus profonde s'est jouée à l'école. Les programmes ont été africanisés. Plus d'histoire effacée, plus de héros occultés. Les langues nationales sont devenues outils d'enseignement. Les manuels venus de Paris ont cédé la place à des livres burkinabés et africains. L'imaginaire collectif a changé. Sur le front technologique, une autre bataille faisait rage. Fini la dépendance aux réseaux étrangers, aux logiciels importés, aux serveurs déportés en France. Les ingénieurs locaux ont bâti leur propre système, développé des applications adaptées au terrain, sécurisé les données nationales. L'exemple de l'Estonie, qui a développé son propre système numérique après l'ère soviétique, montre que la souveraineté technologique est possible, même pour de petits pays. Mais c'est dans la culture que la métamorphose a pris feu. Les jeunes ont cessé de rêver de Paris ou de singer la télévision française. La musique, le cinéma, la mode, la littérature burkinabé et africaine ont envahi les écrans. La fierté nationale a remplacé la honte apprise. Les ventes de produits culturels français se sont effondrées. Pour la première fois, être africain rimait avec excellence, pas avec manque. Car sans révolution mentale, toute indépendance reste fragile. Le plus grand péril n'est plus le retour d'une armée étrangère, mais la recolonisation de l'esprit. Croire que sans la France, rien n'est possible. Mais ce verrou, enfin, a sauté. Pourtant, la bataille n'est pas terminée. Ce nouveau souffle doit maintenant affronter d'autres défis, plus sournois encore. Les pressions économiques internationales, les menaces de sanctions, les tentatives de déstabilisation ne manquent pas. L'histoire de Cuba, après 1959, encerclée, sanctionnée mais résiliente, montre que la route de la souveraineté est semée d'embûches. Ils avaient promis l'effondrement. Ils ont affronté la Renaissance. Quand le Burkina Faso a brisé ses chaînes, la prophétie de chaos brandie par Paris s'est évanouie. Le premier défi fut la monnaie. Dans la méfiance générale, la nouvelle devise nationale a été lancée. À la surprise de tous, elle a résisté. L'inflation, annoncée comme fatale, est restée en dessous de 10%, puis s'est réduite à moins de 5% en moins d'un an. La confiance populaire a remplacé l'angoisse. Les exportations, elles, ont explosé. Dès la première récolte, le coton burkinabé, jadis captif du système français, a trouvé preneur à prix fort sur les marchés asiatiques. Les revenus des producteurs ont triplé. Puis sésame, mangue, noix de cajou ont suivi, entraînant une hausse fulgurante. En moins de 2 ans, la valeur des exportations agricoles a franchi le cap symbolique de 2 milliards de dollars. Les mines, désormais contrôlées par l'État, ont financé des infrastructures massives.
Face à cette envolée, les importations françaises se sont effondrées. Les rayons des supermarchés de Ouagadougou se sont vidés de produits français. Grâce à des politiques de substitution, les consommateurs ont adopté les biens locaux et des alternatives venues d'Asie, de Turquie ou du Brésil. En 3 ans, la part de la France dans les importations est tombée sous les 10%. L'industrie textile nationale, renaissante, a généré des milliers d'emplois. Les usines de transformation du coton et du beurre de karité, financées par l'État, permettent enfin de maîtriser la chaîne de valeur. Les investissements étrangers n'ont pas disparu, mais changé de visage. La Chine, la Russie, l'Inde et les Émirats arabes unis ont remplacé les entreprises françaises sans pacte colonial. Les contrats pro sont désormais publics, négociés par des juristes burkinabés et soumis à l'approbation populaire. Résultat, une croissance annuelle supérieure à 6%, des écoles et des hôpitaux dans chaque province et un début d'industrialisation véritable. Mais le plus spectaculaire reste la sécurité. Après le départ des troupes françaises, Paris prédisait le chaos djihadiste. La réalité a déjoué tous les pronostics. Des comités locaux de défense ont été installés, fédérant anciens militaires, chefs coutumiers et jeunesse. Les attaques terroristes ont chuté de moitié dès la première année. Les villages désertés se sont repeuplés. Un modèle inédit de sécurité communautaire, fondé sur la confiance locale, est né. Ce succès n'a pas tardé à inspirer la région. Le Mali et le Niger ont suivi. Sortie du franc CFA, expulsion des bases françaises, réorganisation économique. En moins de 3 ans, la majorité de la région sahélienne a choisi la rupture. Le syndrome burkinabé est devenu contagieux. Pour la France, le choc est rude. Son soft power s'est effondré. Les médias français sont boycottés, les programmes scolaires décolonisés, les universités africaines brillent à nouveau. Sur le plan économique, la perte des marchés africains a coûté des milliards d'euros de chiffre d'affaires à la France, précipitant la crise dans plusieurs secteurs. Toute la crédibilité du rêve panafricain repose désormais sur cette réussite. Un échec aurait permis à Paris d'enterrer pour toujours l'idée d'une Afrique souveraine. Mais la rupture tient. Un continent observe, fasciné et prêt à écrire une nouvelle page de son histoire. Pourtant, derrière ces succès spectaculaires, des défis inédits se profilent déjà. La question de la pérennité du modèle burkinabé reste entière. Les pressions extérieures persistent, les tentatives de sabotage aussi. Lors de l'indépendance de l'Indonésie, les Pays-Bas ont tenté de réimposer leur domination par la force, avant de céder face à la détermination populaire. Mais le chemin fut long et douloureux. La vraie indépendance ne se négocie pas. Elle se conquiert coûte que coûte. À ce stade, plus rien n'est caché. Aucune réforme, aucun compromis, aucune promesse de partenariat équilibré ne peut masquer la réalité brute de la domination. Depuis plus de 60 années, l'indépendance n'était qu'un décor. Dans l'ombre, la France puisait sans relâche dans nos ressources, notre monnaie, notre avenir. Les faits sont têtus. Chaque kilo de coton, chaque gramme d'or, chaque billet de francs CFA représentait une part immense de notre richesse détournée. Année après année, génération après génération, le même calcul, notre sueur, leur profit. Les chiffres sont indiscutables. Refuser la rupture, c'est accepter la pauvreté programmée. C'est dire que nous ne méritons ni dignité, ni prospérité, ni maîtrise de notre destin. Ceux qui défendent la continuité de ce système sont les complices actifs de notre soumission. Ils gardent le tombeau d'une jeunesse condamnée à la fuite ou à la misère. Le Burkina Faso a brisé ce cycle. Il n'a pas demandé la souveraineté, il l'a reprise. Les bases étrangères ont été expulsées, la servitude monétaire stoppée net, le pillage dénoncé et chiffré, la soumission rejetée. L'Afrique n'a rien à négocier avec ses anciens maîtres. Elle a tout à reconstruire pour elle-même, par elle-même. L'attentisme n'est plus une option. Chaque jour sous tutelle, ce sont des milliards évaporés, des avenirs sacrifiés, des espoirs écrasés. À ce rythme, il ne restera bientôt rien à sauver. Pour la France, un choix s'impose, accepter l'émergence d'une Afrique souveraine, debout, respectée, ou s'enfermer dans la nostalgie stérile d'une grandeur éteinte. S'accrocher au passé colonial, c'est s'isoler, perdre toute crédibilité, hypothéquer son futur. Les nations qui refusent à l'égalité finissent toujours dans l'oubli et le mépris. La France doit choisir entre la fraternité réelle et le naufrage solitaire. La révolution en cours dépasse largement le Burkina Faso. Elle inverse les rapports de force, brise le cycle de l'exploitation, réveille l'imaginaire d'un continent. C'est un signal puissant à tous les peuples fatigués de subir. La souveraineté ne se demande pas, elle s'arrache. Arrivé à ce carrefour, il ne reste qu'une issue rationnelle,
La souveraineté pleine et entière, réclamée sans détour et sans peur. Les chiffres ont montré l'ampleur du vol. L'histoire réclame d'y mettre fin sans plus attendre. Ce choix est plus qu'économique. Il est moral, existentiel, civilisationnel. Renoncer au combat, c'est accepter de disparaître. Choisir la souveraineté, c'est ouvrir la voie à une renaissance inédite. Et maintenant, alors que la page du néocolonialisme se tourne enfin, une seule question s'impose. Qu'allons-nous bâtir une fois libérés du joug étranger ? Pour que la rupture soit durable, des mesures concrètes s'imposent. D'abord, renforcer les institutions nationales, indépendance de la justice, transparence des marchés publics, lutte contre la corruption. Ensuite, investir massivement dans l'éducation, la santé, les infrastructures. Le modèle sud-coréen, qui a su miser sur l'alphabétisation et la formation technique pour sortir du sous-développement, peut inspirer l'Afrique. Le Rwanda, en misant sur la numérisation de l'administration et la lutte contre la corruption, a multiplié par 5 son produit intérieur brut en 20 ans. Ensuite, il faut diversifier les partenariats. Ne plus dépendre d'un seul pays, d'un seul bloc. L'Afrique du Sud a noué des alliances avec la Chine, l'Inde, le Brésil, tout en renforçant son tissu industriel local. Le Maroc, en investissant dans l'agro-industrie et les énergies renouvelables, est devenu un hub régional. Ces exemples montrent que la souveraineté n'est pas synonyme d'isolement, mais d'ouverture maîtrisée. Restaurer la confiance entre l'État et la population est essentiel. Cela passe par la participation citoyenne, la décentralisation, la valorisation des langues et cultures locales. Le Sénégal a expérimenté les budgets participatifs dans certaines communes avec des résultats tangibles sur l'amélioration des services publics. Le Bénin, en réhabilitant les sites historiques et les traditions, a vu renaître une fierté nationale qui irrigue tous les secteurs. Enfin, il faut inventer un nouveau récit, une nouvelle histoire africaine débarrassée des complexes hérités de la colonisation. Promouvoir les sciences, les arts, l'innovation Made in Africa. L'Éthiopie, en développant sa propre industrie aéronautique avec Ethiopian Airlines, a montré qu'un pays africain pouvait rivaliser avec les meilleurs. Mais tout ceci ne sera possible que si la jeunesse est au cœur du projet. Former, soutenir, investir dans les jeunes entrepreneurs, les chercheurs, les artistes. Créer des ponts entre la diaspora et le continent, encourager le retour des cerveaux, valoriser les talents locaux. C'est ainsi que le Nigeria est devenu un géant du cinéma avec Nollywood, créant des millions d'emplois et forgeant un imaginaire collectif puissant. La route est longue, semée d'embûches. Les tentatives de déstabilisation, les pressions internationales, les risques de dérive autoritaire sont réels. Mais l'histoire montre qu'un peuple déterminé, conscient de ses droits et de ses potentialités, finit toujours par triompher. Alors, comment écrire la suite ? En refusant la fatalité, en osant la rupture, en croyant en nos propres forces. Le piège du néocolonialisme n'est pas une fatalité. C'est un système humain, donc réversible. À condition d'en comprendre les rouages, d'oser la confrontation, de bâtir patiemment une alternative crédible. Ce combat n'est pas seulement celui du Burkina Faso. Il concerne tout le continent, toute la diaspora, tous ceux qui rêvent d'un monde plus juste. L'heure de la souveraineté a sonné. À nous de l'incarner, de l'imposer au monde, de refuser le rôle de victime pour endosser celui de bâtisseur. Car au bout du compte, il ne s'agit pas seulement de dire non à la France, mais de dire oui à l'Afrique, à son avenir, à sa dignité retrouvée. Et vous, que ferez-vous maintenant que le masque est tombé ? Oserez-vous prendre part à la construction de cette nouvelle Afrique, fière, souveraine, résolue ? L'histoire n'attend plus. Elle s'écrit ici et maintenant.